Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce midi causerie pour les programmes de fidélisation. Alors, je me présente, je suis professeure invitée à la faculté de droit et directrice du laboratoire en droit des services financiers. Alors, je souhaite la bienvenue tant à nos participants en personne qu'aux participants qui sont avec nous en ligne à cet événement. Aujourd'hui, c'est un midi causerie, donc pour nos habitués, c'est vraiment un événement qui souhaite vulgariser certains concepts, certains aspects du droit des services financiers un peu plus complexes. On a choisi de traiter aujourd'hui, je le disais d'emblée, c'est les programmes de fidélisation, ces fameuses cartes à points que nous avons tous dans notre portefeuille. On peut penser à Aéroplan, 5 bonus dollar, Inspire, Moi, PTE et j'en passe. Alors, peut-être pour mettre en contexte et illustrer la pertinence de ce sujet-là aujourd'hui, j'ai quelques chiffres pour vous. Plus de 90% des Canadiens sont inscrits à au moins un programme de fidélisation. En moyenne, les Canadiens sont inscrits entre 14 et 22 programmes de fidélisation, mais n'en utilisent généralement que la moitié. Je vais dire, je fais partie de la statistique. Ce qui est intéressant aussi, au niveau des entreprises, les entreprises sont vraiment tournées vers les consommateurs, c'est plus de 90% des entreprises qui vont mettre en place un programme ou qui vont participer à un programme existant. En termes d'argent, on dit qu'en ce moment, le marché canadien des programmes de fidélité, ça représente plus de 1,7 milliard de dollars et ça devrait dépasser les 2,8 milliards de dollars pour 2028. Autre fait intéressant, là, je regarde mes étudiants, il semble que ce soit les 18-34 ans, donc la génération Z et les milléniaux, qui sont les utilisateurs les plus actifs des programmes de fidélisation. Alors, on disait, dans ce contexte-là, c'est un domaine qui touche le marketing, certainement, qui touche le droit de la consommation, qui touche aussi le droit financier. On y reviendra au cours de notre causerie. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi les programmes de fidélisation? On va essayer de comprendre les types de programmes qui existent. Les enjeux, ça se lève, notamment en termes de protection du consommateur, mais aussi pour les organisations qui vont offrir ces programmes-là. Et on va, en terminant, se tourner vers l'avenir. Que nous réserve pour la suite les programmes de fidélisation. Alors, pour répondre à ces questions, pour discuter de ces sujets, j'ai la chance d'être accompagnée de différents experts. Et ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'on sort du domaine juridique. Alors, bien sûr, j'ai mon acolyte de recherche, le professeur Marc Lacourcière, qui se joint à nous. Mais on a également avec nous, j'ai envie de dire deux spécialistes du marketing et de la relation consommateur, si vous me le permettez, mesdames. Alors, Mme Geneviève Pagé, qui est directrice principale loyauté chez Transat. Et Mme Nadine Saint-Aubin, qui est directrice principale, carte de crédit, particulier et entreprise chez Desjardins. Alors, évidemment, les intervenants aujourd'hui expriment leur opinion personnelle et ne vont pas engager leur entreprise dans le cadre des opinions qu'elles vont émettre dans ce mixto. Pour ma part, je vais animer cet événement. Je vais également être la gardienne du temps pour nous assurer le compte termine à l'heure prévue, soit midi 30. Et je tiens à informer mes étudiants dans la salle, quand même nombreux aujourd'hui. Si vous avez un cours qui débute à midi 30, bien sûr que vous pouvez, en temps opportun, vous devez partir. Ce sont des événements qui sont d'abord conçus pour vous. Alors, on comprend et on accepte très bien cette mécanique. Alors, débutons, si vous le voulez, avec le vif du sujet. On va débuter par comprendre c'est quoi les programmes de fidélisation. Et pour ce faire, on va regarder deux angles. Le premier, je vais me tourner vers mon collègue Marc Lacourcière, on va essayer de voir le regard du consommateur. Pour le consommateur, c'est quoi un programme de fidélisation? Et juste après, je vais me tourner vers nos experts en marketing pour voir un peu plus de l'entreprise, qu'est-ce que ça représente. Alors, c'était la parole. Merci beaucoup. Alors, un programme de fidélisation, essentiellement, c'est un programme où on peut acquérir des points, des unités d'échange dans un premier temps pour les échanger par le site dans un second temps contre différents biens. L'acquisition se fait lorsque on achète des biens, soit on écrit une carte de crédit de différentes manières, ou lorsqu'on échange son corps et d'autre part, l'échange, donc on peut acquérir des biens qui sont offerts par l'entreprise d'option comptable, le marchand, qui nous offre de points particuliers. Ça peut être également d'autres services, des biens ou des services. Ça peut être, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Aéroplan. Alors, je peux acquérir des points Aéroplan en voyageant ou en allant par le crédit Aéroplan. Et je les échange contre, évidemment, un service, c'est-à-dire un billet d'avion ou
des services spécifiques en guise de voyage. Ça peut être. On se pose la question se pose depuis de nombreuses années, est-ce que ces points-là, c'est de la monnaie? C'est une question qu'on peut se poser. Et juste pour remettre les choses en question ou en perspective, c'est pas une monnaie. Une monnaie, on peut la définir de différentes manières, mais d'un point de vue économique, il y a trois caractéristiques. Ça peut être point d'intermédiaire d'échange unitaire pour acheter des lignes. Ça peut être une unité de compte pour savoir comment on planifie, comment on détermine la valeur d'un lien. Ou ça peut être une réserve de valeur, on peut mettre de côté certains éléments. Donc, ça, au niveau juridique, au niveau économique, pardon, au niveau juridique, évidemment, ça doit être une reconnaissance par l'État. Parce que la monnaie, elle est émise par un État. On pourrait faire une autre discussion sur la question de la monnaie privée, la monnaie étatique, les vieilles théories de Frédéric Hayek et tout sur la monnaie privée, mais dans ce cas, sur ce là. Mais à la base, c'est ce que l'on définit comme étant une monnaie nationale. Mais on a la monnaie qu'on appelle la monnaie parallèle. La monnaie parallèle, juste pour vous situer, si vous êtes des Canadiens ou des Québécois, vous allez vraiment comprendre. On parle souvent, ou du moins, de l'argent canadien car c'est de l'argent que l'on connaît. Puis quand vous offrez que ça vous fait sourire, c'est pas de l'argent, mais quoi je peux acheter, je peux acheter à gauche, à droite, mais je peux acheter une carte, peut-être des trois autres marchands qui sont acquis. Donc, c'est la monnaie qui est pas, actuellement, qui est non convertible en espèces, qui a peut-être une certaine valeur, mais qui est cloisonnée dans un écosystème. Là. Et donc, le système aéroplan, c'est cloisonné. Je pense que les services avec l'aéroplan, peut-être le marchand, mais ça signifie là, donc, selon la littérature, donc, ça sera des points d'achat, des bons d'achat, si vous voulez. Donc, il y a un auteur très connu qui a fait son doctorat sur la question, Jérôme Blanc, un auteur français. Donc, il considère ces points-là comme étant de la monnaie parallèle, même si plusieurs d'autres auteurs. Et puis, encore de romans, juste avant de céder la parole, encore de romans, en général, les points, donc, c'est provincial. Donc, il y a la loi sur la protection du consommateur au Québec, mais aussi en Ontario pour le Nouveau-Brunswick également, par exemple, qui vont encadrer les points de points récompense, euh, de points cadeaux, de programmes de fidélisation. Également, le code civil qui peut prévoir, par exemple, que c'est un contrat d'adhésion ou des choses que l'on connaît, 1435 dans les français, des choses d'abolies et tout ça. Et on peut peut-être noter, à certains égards, là, je ne peux pas tourner là-dessus, j'en ai pas pour ce canal-là, mais la loi de l'impôt, peut-être qu'on peut considérer que lorsqu'on ne veut pas les points, parce qu'on utilise une carte pour un voyage, pour notre travail, si on met les points à nous, est-ce que c'est un avantage imposant? Je pose la question, mais je donne pas la réponse là-dessus. Je ne vais pas plus loin sur le volet. Faut toujours consulter la mutuelle. Oui, c'est ça. Alors, peut-être un dernier point, c'est pas long. Peut-être avant d'aller plus loin dans la discussion, faut savoir que, évidemment, ce sujet est un peu ludique, là, la question des points de compétence, on s'entend là-dessus. Mais, on peut s'interroger, quel type de carte tu devrais acheter. Est-ce que c'est une carte avec des points? On est souvent porté avec la discussion, on est orienté tout sur la question des points, mais il faut voir des programmes de fidélisation d'un produit plus général. Oui, on peut avoir des points, on peut avoir de l'assurance voyage, on peut avoir d'autres avantages. Ça peut être, si vous voulez des cartes voyage, peut-être que je veux avoir moins de points, de possibilités de salon d'aéroport, de priorité pour l'appartement, de bagages, de deuxième bagage gratuit, etc. Donc, il y a plusieurs éléments que l'on considère. Et quand je choisis une carte, pour voir ce que l'on veut, ce que l'on a besoin. Et oui, les points, ça peut être payant, mais les points, ça peut être autre chose que des points. L'espace voyage, surtout si on étudie, ça peut être quelque chose à contrôler, dans certaines circonstances. Merci beaucoup, Marc. Juste un instant, je vais mentionner aux gens en ligne qu'il semble y avoir un petit enjeu avec le son. L'équipe travaille sur la question pour réduire les bruits ambiants de la salle. Donc, on espère que ça va pouvoir se corriger pendant l'événement. Alors, je me tourne maintenant vers Nadine et Geneviève pour voir un peu comment on peut percevoir maintenant les programmes de fidélisation, mais vraiment du point de vue de l'entreprise. En fait, Nadine, d'abord, mais un peu comment c'est utilisé par l'entreprise. Oui, il y a un photographe qui nous a bien expliqué le rôle des programmes de fidélisation du point de vue consommateur. Pour l'entreprise, les programmes remplissent plusieurs missions très, très concrètes. La première, avec un programme de fidélisation, c'est un outil pour attirer et retenir des clients auprès de son entreprise. En offrant des points, des remises ou d'autres avantages, l'entreprise incite le consommateur à revenir dans son commerce. Puis, vous regardez autour de vous,
tu l'as dit d'entrée de jeu, Cynthia, c'est devenu un élément attendu, nécessaire pour plusieurs organisations, d'offrir de la récompense pour demeurer compétitif. Dans un deuxième temps, l'autre rôle que le programme joue pour l'entreprise, c'est d'influencer le choix du consommateur. Quand le client a plusieurs options devant lui, que ce soit une option de paiement ou une option de choisir un détaillant ou un autre, le programme de récompense va souvent influencer le choix. Ça peut faire la différence dans le choix du consommateur. Au-delà de la fidélité, le programme joue un rôle très, très important aussi. Il nous permet de mieux connaître nos clients. Si vous présentez chez un commerçant au coin de la rue, vous êtes pas membre du programme de fidélité, ben, la transaction est anonyme. Fait que c'est difficile pour le commerçant de savoir c'est qui ses meilleurs clients. C'est difficile aussi d'évaluer c'est quoi le niveau d'engagement avec l'entreprise à travers le temps. Fait que le programme permet de suivre le comportement d'achat du consommateur, puis il donne des outils ici à l'entreprise pour rejoindre le consommateur avec des offres qui sont pertinentes pour lui. Fait qu'un échange donnant-donnant, le consommateur reçoit des bénéfices. Et pour l'entreprise, mais ça permet d'attirer et de retenir les clients, de mieux comprendre leur comportement, puis de communiquer avec eux aussi de manière pertinente. On regarde le marché, il y a deux secteurs là où vraiment les programmes de récompense sont devenus des incontournables. Les cartes de crédit et les compagnies aériennes. Dans le marché d'aujourd'hui, des cartes sans programme de récompense, ça existe. Si on se ramène il y a 10 ans, là, c'était monnaie courante d'avoir des cartes sans programme de récompense. Fait que là, aujourd'hui, c'est la question, c'est pas est-ce qu'on offre un programme de récompense pour être intéressant et rester concurrentiel dans le marché. La question, c'est comment on peut se différencier pour être pertinent pour le consommateur. Je vais vous partager une anecdote là-dessus qui est en lien avec la pandémie. Quand on regarde les programmes sur carte de crédit, il y a beaucoup des échanges qui sont faits pour des voyages, que ce soit des billets d'avion, des réservations d'hôtels. On se rappelle que le voyage a rapidement perdu son attrait au début de la pandémie. Ce qu'on a fait chez Desjardins, on a introduit une nouvelle option d'échange de points, puis on a donné l'opportunité d'échanger des points contre des repas au restaurant. Ils faisaient, en temps de pandémie, en P4, on se rappelle, rapidement, ça représentait 50% de nos échanges de points parce qu'on est arrivé dans un moment avec une offre pertinente pour le consommateur. Intéressant. Peut-être rapidement, pour compléter, Geneviève, sur ce point-là, comment on peut le voir sur les entreprises, ces programmes-là? Donc, on va parler du monde du privé, essentiellement du monde de l'aviation. Vous avez tous, je l'espère, voyagé au moins une fois par avion dans votre existence, et même, on le sait, plusieurs. Donc, dans notre domaine, le domaine de l'aviation, les programmes sont une composante critique. À la base, les programmes sont nés de la déréglementation des compagnies aériennes qui est arrivée, je me trompe à moi parce que j'ai l'impression qu'il pourrait dire l'année exacte, pendant les années 70 possiblement, sous de me tromper de quelques années. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait baisser les prix, ça fait augmenter beaucoup la compétition dans le domaine. Donc, l'objectif d'avoir des programmes de fidélité pour les compagnies aériennes, c'était vraiment de gagner plus de parts de marché puis de protéger les revenus auprès des voyageurs d'affaires. Un siège de compagnie aérienne, c'est un produit essentiellement qui va utiliser un terme peut-être qui est un anglicisme, mais qui périme. Donc, une fois que l'avion a décollé, le produit disparaît, il n'est plus disponible pour la vente. Donc, plus l'évolution de ces programmes-là s'est faite à travers les années, on a développé des statuts pour être sûr d'avoir le plus
de part de marché ou de part de portefeuille des voyageurs d'affaires, il y a eu un besoin de démocratiser l'accès au voyage au plus grand nombre possible. Puis c'est par les programmes de loyauté en modulant l'offre, entre autres en introduisant les fameuses cartes de crédit dans le mix, où on a été capable de vraiment utiliser l'outil pour maximiser le taux de remplissage des avions. Donc, les prix ou les tarifs baissent, mais les taux d'occupation augmentent. Puis, c'est fait, entre autres, par l'accès, dans le fond, au voyage à travers différentes façons d'accumuler des points. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard sur d'autres raisons. Excellent, merci beaucoup. Avant de passer à un autre sujet sur les programmes de fidélisation, je vais me tourner vers Marc et je viens pour parler un peu d'historique. Brièvement, là, des programmes, d'où ça vient, tout à part tout ça qu'on retrouve maintenant dans notre portefeuille ou devrait dire dans notre téléphone. On remonte un peu dans le temps, remontons en fait au 8e siècle, c'est pas grave. On a un premier de jeton des tokens aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, un marchand là, je pense a commencé à mettre certains jetons pour tous les jeunes qui en fait, c'est un peu comme on dit, assez à l'époque. Et par la suite, on voit, c'est tout petit historique pendant le 19e siècle, on a eu des fonds d'échange, des trading stands, et lorsque les consommateurs acquéraient plusieurs coupons, pouvaient acquérir par la suite ou les échanger contre des meubles. Comment les biens meubles, j'entends les meubles, ça peut être du mobilier, peu importe, comme on connaît. Alors, tout simplement, et par la suite, au 20e siècle, c'est arrivé en 58, les fameux agents, entre guillemets, Canadian Flower, et au niveau des voyages, juste avant de céder la parole, en 81, American Airlines a mis les premiers, disons, systèmes des convoyeurs, du programme aérien, des grands voyageurs, les systèmes Flowers, et puis c'était des personnes qui voyageaient pour leur travail, mais qui pouvaient conserver leur compte pour eux. Donc, c'était quand même assez avantageux. C'est un peu les points de départ, mais je fais de la parole, c'est Moi, je vais l'aviation, parce que je pense que c'est un domaine où c'est quand même flottant, les programmes de fidélisation. Oui, ben dans le fond, il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue marketing dans le fait d'influencer le visiteur qui n'est pas payeur. C'est exactement ce à quoi Marc fait référence. C'est vraiment un levier qui fonctionne encore de façon très efficace aujourd'hui. Ce que je vais me permettre de faire, en fait, c'est de prendre la balle au bon sur la fondation de la loyauté par American en 81. Il y a eu un mouvement de masse. Donc, la plupart des compagnies aériennes américaines ont lancé dans les mois suivants des programmes. C'est arrivé au Canada en 84 avec Aéroplan. Ils voulaient un pilote, mauvais jeu de mots, mais un test en marché pour voir si ça fonctionnait, qui est devenu un programme qui a aujourd'hui plusieurs millions de membres actifs par année. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les compétiteurs qui étaient à l'époque, en fait, le compétiteur, c'était Canadian Airlines. Il y en a certains, peut-être d'entre vous, qui connaissent la compagnie qui est disparue juste avant le 9 septembre, là, essentiellement, qui a été absorbée par Air Canada. Mais après ça, c'est vraiment Porter, qui dans le fond, Porter a été fondé en 2006. Ils ont lancé leur programme qui s'appelle VIP Porter en 2008. Ça a été suivi de WestJet qui avait commencé ses opérations en 96, mais qui a lancé en 2010. Puis là, vous avez le dernier joueur, qui est mon employeur, qui est Transat, qui a été fondé en 87, mais qui n'a toujours pas de programme de loyauté. Donc, la raison pour ça, essentiellement, c'est que c'est une compagnie qui vise les voyageurs de loisirs. Puis, les codes des programmes de loyauté dans le monde aérien sont vraiment basés sur les voyageurs fréquents. Donc, on est justement en train d'établir un modèle qui est un petit peu différent de ce qui est dans le marché, qui va être lancé d'ici la fin de l'année actuelle, puis qui va vraiment qui va s'adresser aux voyageurs de loisirs, dont on fait honnêtement la plupart de nous partie, voyageant peu ou pas par affaire. Merci beaucoup. On comprend mieux un peu du rapport, puis l'iconique, moi je garde toujours en tête l'iconique argent canadien par ailleurs, je sais qu'il faut qu'on se modernise, puis tout doit être passé à l'électronique, mais j'avais quand même un petit deuil quand tout ça s'est passé. Maintenant, j'amène mes conférences pour qu'on comprenne un peu mieux ensemble c'est quoi un programme de loyauté dans ses composantes et dans les types de programmes qui existent. Alors, je me tourne d'abord vers Marc pour qu'il nous explique les principales composantes d'un programme de fidélisation. Puis ensuite, on regardera 3 cas de figure de programmes, j'ai envie de dire, types, qui sont offerts au public. Alors,
Dans un premier temps, une première discussion générale, je vais revenir sur certains aspects spécifiques tout à l'heure. D'abord, il y a plusieurs manières de classifier les programmes de fidélisation, mais disons qu'on peut regarder au niveau juridique, selon, d'une part, les groupes de contrats ainsi que de contrats autonomes. D'abord, le groupe de contrats, on va parler, disons, lorsqu'il y a des cartes qui sont jumelées, disons, la carte TV Aéroplan, les jumelées avec Aéroplan, MS Aéroplan, disons, Scotia avec Crainte, etc. Le contrat autonome va être plus un contrat comme justement Aéroplan qui peut être soit jumelé ou soit par nous-mêmes. Actuellement, il va être jumelé avec une carte, mais on peut carboner ou ne pas carboner Aéroplan. Ça peut être la même chose pour plein d'autres programmes qui sont volontaires. Simplement, ça va pas, c'est des programmes. On parle beaucoup d'aviation, évidemment, mais ça peut être des programmes au niveau des marchands des plantations. C'est la même chose, donc c'est volontaire. Je suis allé chez IGA et je suis choisi de m'envoyer. Donc, les groupes de contrats et les contrats autonomes, de façon générale, je suis mis en détail. Donc, de base, c'est contractuel. Ou c'est contractuel. Les caractéristiques de ce que contient un programme, c'est dans le contrat qu'on va retrouver ça. Oui, dans le contrat, ce qui n'est pas toujours facile à voir dans les sites Internet des marchands. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de marketing. On explique les choses, c'est très bien, mais quand on veut voir les volets juridiques, donc, il y a un peu. Alors, je sais qu'on les trouve, là, mais c'est pas toujours clair. Les éléments de contrat, tu vas revenir tantôt? Oui, tout à l'heure. Parfait, excellent, qu'on reviendra avec les composantes, notamment les unités d'échange, combien ça vaut et tout ça. OK, parfait. Maintenant, 3 cas de figure, je me retourne vers Nadine et Geneviève, qui sont les plus types. Il pourrait y en avoir d'autres, mais on a choisi les 3 cas auxquels vous, comme consommateur, vous avez le plus de chances d'être, pas confronté, d'avoir la chance d'en bénéficier. Je vais le dire comme ça. Le premier type de programme, c'est celui qui vise sur la carte de crédit. Donc, le consommateur accumule des récompenses simplement en payant ses achats au quotidien avec sa carte. À l'origine, ces cartes-là étaient réservées aux cartes avec des frais annuels. On ne trouvait pas de programme de récompense sur les cartes en frais. Maintenant, c'est vraiment démocratisé. On les retrouve sur essentiellement l'ensemble des cartes de crédit. On retrouve en gros 2 catégories de récompenses sur les cartes de crédit. La première, c'est les points, où le consommateur accumule la devise, puis il va choisir au moment qui lui convient d'échanger ses points contre une récompense. Ça peut être des billets d'avion, ça peut être une sortie au cinéma, un grippin. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les programmes de remise en argent qui sont apparus beaucoup plus tard. C'est des programmes qui sont très simples à comprendre. On accumule une remise sur l'ensemble des achats. Quand on a atteint un certain seuil ou en fin d'année, la remise est appliquée au compte de carte de crédit. La dernière chose que j'ai le goût de vous partager, c'est que le programme de récompense, c'est la caractéristique numéro 1 dans le choix d'une carte de crédit. Ça vient avant le frais annuel, avant le taux d'intérêt. C'est vraiment le premier élément de décision pour l'acquisition, puis aussi le choix de la carte de crédit que le consommateur va utiliser pour payer. Juste avant de passer la parole à Geneviève, un exemple concret, je vais me permettre, parce que moi, je suis cliente Desjardins, j'ai le droit de donner l'exemple. Mais par exemple, sur la carte de crédit que moi j'ai chez Desjardins, j'accumule des bonus dollars. Puis récemment, j'ai pris mes bonus dollars pour payer une partie de ma facture d'un voyage. Alors, c'est vraiment le programme de fidélisation de carte de crédit, l'exemple le plus concret qu'on peut en donner, là, et c'est vrai pour plusieurs autres types de cartes de crédit. Geneviève, je te cède la parole pour 2 autres exemples. Oui, donc on va aller d'un extrême à l'autre. Donc, on va passer d'une carte de crédit, un programme lié à une carte de crédit, à un programme lié à un commerçant. Donc, il y en a qui apparaissent à toutes les semaines, des programmes comme ça. Pensez, si vous avez un animal de compagnie, quand vous allez chez Mondou, je pense que le programme s'appelle Câlin, ce qui est charmant. Ou si vous allez chez Simons faire vos achats, il y a un programme de récompense. Dans ce cas-là, c'est vraiment un programme interne où il n'y a pas de partenaire. C'est un écosystème très clair. Puis, il va y avoir plusieurs codes. Comme Nadine le disait en début de rencontre, essentiellement, l'objectif commercial derrière ces programmes-là, c'est de connaître les clients, c'est de s'assurer que les clients reviennent, influencer leur comportement, etc. Donc,
pour s'assurer de guider ces objectifs-là, il va y avoir des éléments de construction typiques. Les points en sont un. Il peut y avoir des avantages à être membre d'un programme. Par exemple, du côté de chez Simons, les achats en ligne ont un accélérateur. Les retours sont plus flexibles pour les membres. Il y a des bénéfices ou des avantages associés au fait d'être membre. Même chose chez Calin. Donc, il y a les points qui vont permettre de faire des économies, mais il y a aussi la notion de statut. Donc, plus on dépense, plus on a des bénéfices pour notre animal de compagnie, ce qui vient amener une dimension un peu moins transactionnelle que les points, mais un petit peu plus émotive ou affective auprès du consommateur. Donc, maintenant, on va faire une espèce de milieu du diagramme de Venn. Donc, les programmes commerçants, mais qui ont une offre co-marquée. Quand on parle d'une offre co-marquée, c'est une carte de crédit sur laquelle vous allez voir la marque du commerçant et la marque, vous allez voir la marque de l'institution financière, puis la marque du réseau de paiement, comme sur toute carte de crédit. Un exemple ici, on a parlé beaucoup d'Aéroplan. Ça serait une carte TD Aéroplan avec le logo d'Aéroplan. Donc ici, c'est un peu un mariage des deux mondes. Moi, j'ai une perspective commerçant, fait que je vais le prendre de cet angle-là, puis dire que c'est un programme commerçant où une carte de crédit vient amplifier les caractéristiques du programme. Mais d'un point de vue entreprise, la carte de crédit vient aussi amener plus de considération pour la marque, plus de revenus pour la marque, puis plus aussi de dépenses du consommateur sur la marque. Pourquoi des revenus? Parce qu'il va y avoir un échange de valeur entre l'institution financière puis le commerçant à travers les points. Puis ces points-là vont probablement générer des comportements d'achat ou des niveaux de dépenses plus élevés que le client aurait eu d'autre part. Juste pour bien comprendre, Geneviève, dans le fond, quand j'ai une carte là, qui est co-marquée, là, à la fois l'institution financière et le commerçant contribuent aux points que je reçois. Exactement. Okay. Donc, est-ce que c'est plus avantageux? Je sors un peu des lignes, mais c'est plus avantageux généralement pour le consommateur? Oui, c'est vraiment moi j'appelle ça un amplificateur, un accélérateur, un catalyseur, appelez-le comme vous voulez, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite. Puis ça permet aussi d'avoir une interaction plus régulière avec une marque, surtout quand c'est une catégorie de dépenses qui est moins fréquente. On vient au voyage, vous voyagez 2 fois par année, mais vous accumulez des points à chaque fois que vous dépensez sur votre carte de crédit. Il y a quelque chose de très, très engageant, puis ça amène beaucoup plus de valeur dans l'expérience. Super intéressant. Est-ce que tu avais un ou autre exemple qu'Aéroplan, peut-être, pour ça? Est-ce que Canadian Tire le fait aussi avec Triangle? Oui, ou PC Optimum avec ses cartes de crédit. Il y a même Métro et moi, ou excusez-moi, moi maintenant, a lancé une carte de crédit co-marquée. Donc, il y en a de plus en plus. Je pense. Le défi, c'est vraiment dans une mer de cartes de crédit, puis personne ne veut nécessairement pousser. Tout le monde veut devenir la carte préférée de leur détenteur, que ce soit du côté commerçant ou du côté financier. Fait que le défi, c'est vraiment d'avoir une proposition distinctive pour que ça fasse du sens là, pour tout le monde. Intéressant, merci beaucoup. On comprend jusqu'à maintenant que pour le consommateur, il y a quand même un avantage à faire partie des programmes de fidélisation. Hein? J'accumule des récompenses, je peux même le voir peut-être comme une économie, voire de l'épargne, on reviendra à ça plus tard. Puis, on voit pour les entreprises que c'est aussi intéressant, ça me permet de garder ma clientèle ou même d'attirer de la nouvelle clientèle. Là, ce qu'on veut voir, c'est l'autre côté de la médaille. C'est quoi les enjeux d'un programme de fidélisation? Quels sont les enjeux? On va commencer pour le consommateur. Vous allez voir, il y en a pour le consommateur, mais il y en a aussi pour les organisations. Hein, c'est des programmes qui nécessitent, là, disons, une attention particulière. Alors, Marc, je commence avec toi. Le croustillant s'en vient. OK. Alors, 2 aspects au niveau des enjeux juridiques, le contrat et la loi. Dans un premier temps, le contrat. Évidemment, je disais tout à l'heure qu'il y a des groupes de contrats, il y a des contrats autonomes, donc des contrats un peu différents. Dans les groupes de contrats, ça peut varier selon les types de cartes de crédit. Dans certains cas, on va ne faire qu'un renvoi vers le programme de fidélisation. Et dans le programme, on aura les informations juridiques. Dans d'autres cas, on expliquera dans le contrat de la carte de crédit les différentes modalités du programme de fidélisation. Ça peut être dans les deux sens. Dans tous les cas, évidemment, c'est une convention titulaire là, concernant la carte de crédit. Mais ce que l'on va retrouver, ce sont des clauses visuelles, mais surtout des questions au niveau des points en tant que tel, là, parce qu'on focalise sur les points. Ça peut être des questions au niveau comment on accorde les points, quelles sont les conditions. Au-delà des conditions pour avoir la carte et non-transférabilité, tout ça, là, parce que ça peut être transférable dans certains cas. Mais comment on accorde les points, surtout comment on les échange. Mais le problème, souvent, c'est qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs enjeux dans le contrat. C'est
il y a un enjeu qui est en partie résolu par la loi. Alors, je viens dans quelques secondes. C'est les entreprises, les marchands vont se réserver le droit de modifier le contrat et de modifier les points, la valeur des points. Donc, les points, c'est pas de l'épargne. Même si on dit que c'est comme de l'argent, la monnaie parallèle, c'est pas de la vraie monnaie, puis c'est pas recommandé de l'épargner. Épargner un peu, c'est une chose. Là. D'essayer de ramasser 2 millions de points, c'est peut-être pas une très bonne idée. Montez pas votre retraite à partir de ça. C'est ça. Alors, parce que ça peut prendre de la valeur, ça peut dévaluer comme une monnaie peut dévaluer dans certains cas. Alors, donc, concrètement, si dans mon contrat initial, un dollar de dépense me donnait 1 point, la modification avant qu'on change la loi, ça répète que le commerçant aurait pu décider que maintenant, 1 dollar valait un demi-point. Ça pourrait changer. On s'adapte pour toutes de raisons. C'est une question d'affaires, tout simplement, de des marques. Donc, c'est un problème. Donc, le problème, c'est la valeur des points de la conversion. Comment on échange les points? Comment on calcule? Qu'est-ce que ça vaut? Ça peut être un problème. Il y a certains sites qui vont aider à ça. Il y a un site très connu. Oui, tu peux. Mazopédia, un site de Jean Maximien. Voisine. Alors, donc, ce site-là est très bien fait. Il est très à jour, des types de cartes, des points, comment ça fonctionne, la valeur des comptes. Pour comparer entre les programmes. Les programmes, on a selon des cartes et des programmes, combien ça vaut des points, combien ça nous prend de points pour acheter un volant. Donc, ça, c'est quand même très bien. Et par exemple, dans une décision qui tombe contre la banque Québec, émission 2024, on se demandait quelle est la valeur des points. Puis on dit, ben là, la dame disait, moi, j'ai pris un voyage pour aller dans l'Ouest, ça m'a coûté tant de points, ça vaut l'équivalent de temps. Alors, le juge est parti avec ça, puis extrapolé, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas toujours clair, pour ne pas dire qui n'est jamais clair. Ça, c'est le côté contre. Le côté de la loi, donc le législateur en 2017, pardon, est intervenu, il a modifié la loi qui a en vigueur en 2018 pour apporter certaines précisions. Il y a donc avoir une réglementation générale de la LPC du Code civil, amener certaines précisions dans la loi et dans le règlement. Notamment, une des questions importantes concerne la divulgation d'informations, que ce soit clair pour les consommateurs. Et malgré tout ça, il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Mais ça doit être clair au niveau de comment on reçoit les unités, donc des points, de quelle manière on les échange, la péremption maintenant des points. On n'a pas de date limite, sauf dans certains cas. Le facteur de conversion, mais encore là, c'est pas suffisamment clair, mais dans la loi, on exige que ce soit mieux expliqué. Juste pour rendre ça simple, les principaux éléments du contrat, donc comment j'accumule mes points, comment je les convertis, doivent être dans le contrat et doivent être présentés par le consommateur clairement, par le commerçant, au consommateur clairement. Donc ça, c'est ce qui établit la loi. C'est ce qui établit la loi, mais c'est pas ce qui est toujours, ce que l'on retrouve toujours en pratique. Ça s'est amélioré, mais il y a encore place à amélioration. Ça dépend des joueurs. Exactement. Deux, trois choses également au niveau de la loi, le droit de péremption. Donc, en principe, les lois, il n'y a plus de date limite. Il y avait des vieilles décisions de jurisprudence qui contestaient les limites. Il n'y a plus de date limite, sauf si maintenant c'est prévu en cas d'inactivité, c'est plus d'1 an. Là, un avis doit être envoyé. Dans ce cas-là, c'est possible de perdre les points qu'on a pu utiliser les points dans un certain délai. Le discours de la valeur des points, je l'ai mentionné. Mais également des cas de modification unilatérale. On sait que dans la LPC, il y a une disposition 11.2 qui permet, dans certaines circonstances, de réduire de façon unilatérale les points. Mais là, on va un petit peu plus de façon détaillée, spécifiquement pour les points de récompense. C'est ce que l'on exige. Souvent, ce sont les avis. Donc, c'est clair que le marchand peut modifier le programme, peut modifier la valeur des points à la baisse ou à la hausse dans certains cas. Il y a pas à la baisse. Mais on doit aviser le consommateur d'un jour à l'avance, 30 ou 90 jours selon le cas. 60 à 90 pour les contrats indéterminés, 30 jours pour les contrats de durée des faits. Franchement, il y a certains cas, peut-être terminer là-dessus, où la loi ne va pas s'appliquer. Si, disons, où il n'y a pas possibilité de modifier unilatéralement, ça a des avantages au consommateur, vraiment. Parce qu'on c'est clair, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire une modification. C'est trop disproportionné. Non plus, on ne pourra pas apporter une modification au contrat. Et dans certains autres cas, on ne va pas appliquer la loi dans des cas très, très pointus, dont un bien qui vaut moins de 50 $, des éléments qui sont non essentiels au contrat, également pour une durée temporaire, là, dans ces cas-là, il n'y aura pas d'application. Mais pour
Donc, en général, là, c'est possible de modifier le contrat en annulant le consommateur. Si on se résume pour les enjeux pour le consommateur, c'est que, puis on reviendra tantôt, la protection de la LPC, moi, je vais le qualifier de minimale, là. Il y a une petite protection, mais dans les faits, il faut s'assurer de vérifier comme il faut la valeur de nos points. Il faut être conscient que le consommateur pas le consommateur, je m'excuse. Le commerçant peut faire des changements unilatéraux, sauf dans quelques cas spécifiques. Donc, il faut être alerte de ces éléments-là. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, là, mais faut être alerte. Puis, il y a la pérennité des points qui est réglée en partie par la réglementation, mais il y a quand même une porte de Pandore. S'il y a une inactivité de votre carte, donc si vous n'utilisez pas, là, ce qui est lié au programme de fidélisation. Est-ce que j'ai pour... Absolument. Alors, un dernier point qui n'est pas nécessairement dans la nouvelle modification de la PC, mais qui est juste les principes généraux de la loi. L'article 218 au niveau québécois concerne les pratiques de commerce déloyales. Il y a quelques cas là-dessus. Il y a beaucoup de cas, mais au niveau des voyages, il y a des points, il y a quelques cas. Donc, on va regarder l'impression générale d'un site. On remonte à la bonne vieille décision. On peut l'appeler comme ça maintenant, en contre-temps, de la Cour suprême du label et Cromwell. Donc, il y a une décision léger contre le service de voyage aéroplan où il y a une erreur. Sur le site, il était indiqué qu'on pouvait voyager en première classe pour, disons, on va arrondir à 200 000 points, mais la vérité, c'est que ça prenait 888 à presque 900 000 points. Il y avait une erreur et l'erreur est restée pendant 10 jours. Donc, manifestement, il y avait une erreur et une impression qui était une mauvaise impression face aux consommateurs. Et là, évidemment, le consommateur, lui, qui voulait son voyage gratuit, pas gratuit, mais en première classe pour aller au Portugal. Le tribunal a dit, ben là, c'est peut-être un peu exagéré, là, on va vous donner 1 000 de compensation, et vous allez vous prendre au Portugal en classe économique. Donc, essentiellement, ça a été ça. Mais, c'est un cas comme ça. Donc, parfois, et ce qu'on le retrouve, c'est pas nécessairement dans les points poignées de dollars, mais c'est en général, c'est un cas qui revient à l'occasion. Une mauvaise information sur un site web, donc ça va être une impression générale qui est faussée. Donc, dans ce cas, évidemment, donc, ça, ce sont les points de vigilance pour le consommateur. Mais je vous le disais tantôt, c'est pas seulement le consommateur là, qui doit quand même être alerte quand il y a des programmes de fidélisation. Les entreprises qui les mettent en place ont quand même des enjeux qui les concernent. Alors, je me tourne vers Geneviève et Nadine là, pour cet élément-là. Peut-être d'abord nous parler de la construction du programme en soi, ce que ça implique, les enjeux pour les organisations. D'accord. Alors, quand vient le temps pour une entreprise de construire un programme, ben la première étape, c'est vraiment de faire une bonne analyse, puis faire ce qu'on appelle en bon français un bon business case, parce que ça va être ma quote de la journée. J'espère que vous allez la retenir. L'argent Canadian Tire, ce n'est pas de l'argent Monopoly. Un petit lien. Fait que, essentiellement, toute récompense, tout point qui est donné, ben, il est assorti d'une obligation de performance. Là, on mélange un peu peut-être du légal, du comptable, du marketing, mais émettre un point, c'est un coût. Ça passe au livre d'une entreprise qui est en ligne avec les standards comptables là, en place pour les entreprises de loyauté. Donc, c'est un passif au livre. Puis, il y a une obligation envers le client de lui fournir la récompense s'il la demande au moment où il la demande. Donc, c'est vraiment important de bâtir un programme qui va être pérenne dans le temps. Puis, ça veut dire un programme où les coûts, les bénéfices sont bien équilibrés pour que le programme puisse vivre longtemps. Parce que ça peut prendre 5, 7, 10 ans avant que quelqu'un décide d'utiliser ses points. Ben, en théorie, au moment où les points ont été accumulés, on s'attend à ce que les bénéfices promis à ce moment-là soient livrés aux consommateurs. Puis, il faut que l'entreprise comprenne bien les coûts, puis s'assure de bien mesurer aussi l'évolution de ces points-là dans le temps. Un autre aspect qui est vraiment critique au niveau de la construction d'un programme, c'est une espèce d'équilibre précaire entre les objectifs d'affaires puis la promesse au consommateur. Parce que un programme qui est bien construit va bien équilibrer pour qu'il y ait de la valeur pour toutes les parties prenantes. Pour l'entreprise qui va générer des revenus additionnels, de la meilleure marge, peu importe c'est quoi l'objectif, mais pour le client aussi qui va y trouver de l'utilité. Donc, il faut qu'un programme soit simple, il faut qu'il soit flexible, il faut qu'il s'adapte aux besoins de la clientèle. Cette clientèle-là qui, en théorie, est un petit peu mieux compris à travers le temps, à travers les interactions entre l'entreprise ou le commerce puis le consommateur, ce qui fait une belle transition naturelle vers Nadine pour le prochain point. Le deuxième enjeu. Donc, si je résume, le premier enjeu, dans le fond, c'est de trouver la fine ligne, c'est l'équilibre entre, il y a un coût pour l'entreprise, mais il faut que ce soit alléchant pour le client. Je le résumerai comme ça. Et puis là, Nadine, je me tourne vers toi pour parler de personnalisation absolument. et de protection des données.
on le mentionne depuis le début, la personnalisation, c'est vraiment un ingrédient clé dans un programme de fidélisation. Quand le consommateur accepte, choisit de participer à un programme, il accepte de partager certains renseignements personnels avec le programme. Il va accepter aussi que le programme fait le suivi de son comportement, parce que si on veut verser des points, il faut savoir comment le consommateur se comporte. Il y a beaucoup de données sensibles qui est confiées au programme de fidélisation. Fait que ça vient avec une responsabilité de protéger la donnée, puis d'avoir les bons consentements aussi dans l'utilisation de la donnée du consommateur. Et puis ça, moi, je vais faire le pont parce que Nadine n'est pas juriste et que je ne demande pas d'aller sur ce terrain-là, mais pour les juristes dans la salle, vous savez, protection des données, hein, ça veut dire les obligations législatives et réglementaires importantes, surtout là, depuis les modifications là, sur ces éléments-là. Donc, c'est sûr que les équipes légales au sein des entreprises qui offrent des programmes de fidélisation, qui accumulent de la donnée, doivent développer je vais pas dire des méthodes, mais doivent s'assurer du moins là, que les données sont détenues et utilisées conformément aux obligations de la loi. Et ça me permet de faire une transition vers plus largement le cadre juridique qui encadre les programmes de fidélisation. On en a déjà glissé un mot, mais on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui permet de protéger le consommateur. D'emblée, Marc nous en a parlé, c'est pas une monnaie. Alors, on ne peut pas se baser sur l'encadrement juridique qui relève du secteur financier pour les monnaies. J'ajouterais que ce n'est pas non plus une valeur mobilière ou un produit d'investissement, donc on ne peut pas bénéficier des protections qui découlent de ce secteur-là. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Bien, comme Marc l'a mentionné, il reste le droit de la consommation et le volet contractuel. Donc, le droit de la consommation, là, je vais me tourner vers Marc. On a parlé de la loi sur la protection des consommateurs qui contient nous permet, comment je dirais ça poliment, qui contient quelques articles minces et quelques éléments de réglementation. Alors, c'est là qu'on peut puiser là, comment on a encadré plus spécifiquement, je précise, les programmes de fidélisation, mais il y a quand même une autorité responsable de ça. Alors, peut-être Marc nous en glisser un mot là, sur cette protection-là du consommateur et qui peut intervenir. En fait, la protection, comme je l'ai mentionné juste très rapidement, ouais. C'est bien entendu la LPC, la loi sur la protection du consommateur qui va s'appliquer. Quelques dispositions, il y a 5 articles dans la loi et 9 articles dans le règlement là, qui sont spécifiques au programme de fidélisation. Au-delà de ça, il y a les articles généraux là, concernant les pratiques de commerce illégal ou le code civil, dans le cas des contrats. Donc, ça, j'ai un peu mentionné les principaux éléments là, concernant la prévention des points et tout ça. Je vais aller par l'autorité responsable. Si on parle de la LPC, on parle de l'OPC, l'Office de la protection du consommateur. Donc, c'est l'organisme qui est responsable d'encadrer ce programme-là, comme les autres programmes de la loi, bien entendu. Donc, évidemment, ils sont chargés d'une manière générale de faire la surveillance, le respect par les marchands. Donc, ce sont des dispositions générales qui vont être appliquées dans ce cas-là. Donc, lorsqu'on parle de l'autorité responsable, ça va être une responsabilité, disons, générale qui est accordée à l'OPC, qui s'applique, oui, au niveau des programmes de fidélisation, mais également pour d'autres types de programmes qui sont prévus par la LPC. Donc, c'est pas un truc très spécifique au programme en tant que tel, mais ça va être c'est des pouvoirs généraux. Des pouvoirs généraux. Tant pour l'enquête, la surveillance, les engagements volontaires, la part de certains marchands dans certains cas, on peut trouver ça également. Donc, obtenir une injonction, des sanctions administratives. Donc, ce sont des éléments qui sont généraux. Évidemment, on n'a pas, dans le décor, il y a 2 éléments. On n'a pas parlé du pôle de concurrence, peut-être qu'il pourrait intervenir. Si on parle des pratiques de commerce qui sont déloyales dans le cas, donc je parlais tout à l'heure, lorsqu'il y a un faux affichage, une erreur d'affichage, souvent on va soulever la LPC, mais ça pourrait être au niveau de la loi de la concurrence, parce que des dispositions peuvent s'appliquer. Pour l'instant, on ne parle pas trop de tous les marchés financiers, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait se pencher un peu plus, qui est moins concerné pour le moment. Mais la porte est ouverte à savoir. Je pense que c'est à savoir si on pourrait aller plus loin là-dessus. Je me permets, Marc, juste même une petite précision. Là. Et puis là, c'est
par défaut par ma formation, là, mais je regardais un peu les sanctions administratives que peut faire l'OPC pour comprendre que c'est pas dans tous les cas, c'est dans des cas très spécifiques pour des manquements à 2 articles du règlement, là, sur les règlements qui s'appliquent. Donc, c'est quand même une portée relativement là, limitée et il n'y a pas vraiment de mécanisme là, ce que j'appelle les PRD, là, de prévention et règlement des différends qui s'appliquent. Là. Il y a le service Parlons Consommation, mais les institutions financières n'en font généralement pas partie, donc plutôt les commerçants. Alors, ça limite quand même la portée là, à cet égard-là. Mais les consommateurs, je vais bien le dire, peuvent faire une plainte quand même là, à l'Office de la protection, mais ils peuvent aussi se tourner vers les commerçants. Alors, je me demandais à peut-être me donner un mot là-dessus, comment les commerçants sont complémentaires peut-être à ce que l'Office là, peut offrir. Ben, le commerçant gère son programme, puis comme pour tout autre élément de l'offre de produits-services, il y a à l'intérieur de l'organisation une équipe qui est responsable de recevoir les demandes, les plaintes, puis de les gérer, puis de faire du pouce sur l'Office de la protection du consommateur, le changement de législation qu'on a connu en 2008, c'est suite à un déboire avec un programme de récompense bien connu que je nommerai pas, là. Mais ils ont agi très rapidement pour venir protéger les consommateurs, pour s'assurer que cette situation-là se reproduirait plus jamais. Ouais. C'est qu'un travail de collaboration, puis au sein des entreprises, il y a la possibilité aussi de déposer des plaintes là, pour être capable d'aller de l'avant. Ça nous amène rapidement, puis on va être un peu serré dans le temps, mais on va prendre le temps de se tourner vers l'avenir. Que nous réserve pour l'avenir les programmes de fidélisation? Donc, en quelques minutes, je me tourne d'abord vers Geneviève. Au niveau des programmes en soi, qu'est-ce que vous avez dans votre boule de cristal? Le thème de la personnalisation, on a parlé beaucoup de données aujourd'hui. Donc, personnalisation de l'offre. Ça peut être la personnalisation des récompenses, mais ça peut aussi être personnalisation des méthodes de communication. Un exemple d'une évidence, mais qui n'est pas encore vraiment aussi bien réussi par d'autres, c'est le programme Inspire, que vous connaissez probablement tous. Donc, le programme de la SAQ. Donc, oui, il y a des points, mais le bénéfice, on va dire, plus attrayant du programme, c'est de moduler les offres promotionnelles, puis même des recommandations en fonction des comportements de consommation. Donc, l'idée ici, c'est pas de vendre plus d'alcool, c'est de faire diversifier les horizons des consommateurs. Donc, c'est un phénomène qu'on prévoit qui va vraiment devenir plus prévalent dans l'industrie. Un autre bon exemple de ça, c'est des programmes comme les programmes PC Optimum, par exemple, avec les offres qui sont personnalisées en fonction des achats passés. On est dans une catégorie avec beaucoup de fréquences, donc ça permet de prévoir que dans 2 semaines, je vais peut-être avoir besoin de beurre, donc je vais recevoir une offre de beurre pour être sûr que j'aille l'acheter chez mon détaillant lié au programme PC Optimum. Le deuxième thème, en fait, en est un qui touche un peu à un autre univers, puis c'est le thème de la ludification ou gamification pour ceux qui jouent probablement beaucoup à des jeux vidéo. Donc, on va emprunter au concept de jeux vidéo pour créer en anglais, on appelle ça des hooks d'engagement, là, vraiment des leviers d'engagement, puis rendre l'expérience beaucoup plus ludique, beaucoup plus satisfaisante. Donc, il y a de la dopamine quand on interagit avec un programme. Ça se manifeste de façon un petit peu, je veux dire, bancale ou non continue. C'est très, très tactique comment c'est fait aujourd'hui. Ça peut être des concours, rouler une roue. Il y a certains programmes qui ont beaucoup, ben, je vois probablement que vous avez un bon exemple en tête. Ça peut être même la cage au sport qui a beaucoup de vœux dans son environnement. Les équipes de sport aussi utilisent beaucoup ces tactiques-là pour rendre l'expérience beaucoup plus engageante parce que les opportunités d'aller voir une partie de hockey, par exemple, sont quand même limitées là, pour le commun des mortels. Donc, c'est d'amener ces pratiques-là de jeu, non seulement sur une base tactique, mais vraiment dans l'ADN d'un programme. Donc, c'est vraiment ce qui va arriver dans les prochaines années. Parce qu'un des défis, bien que les stats disaient que c'est les 18-34 qui utilisent le plus les programmes, il y a beaucoup de programmes qui ont de la difficulté à bien s'adresser à cette génération-là puis la génération suivante. Donc, c'est vraiment par ce genre de tactique-là que l'offre va venir se renouveler puis que la proposition de valeur des programmes va évoluer dans le temps. Super intéressant. Merci. Je me tourne vers Marc.
pour voir s'il y a quelque chose sur le radar pour des changements législatifs. Est-ce qu'il y a une réforme dans le collimateur ou est-ce qu'il devrait y avoir des choses qui, sans être prévues, devraient être changées? Il n'y a pas de réforme d'un collimateur au Québec. Il y a une loi de Sanya en Ontario, la nouvelle loi de 2023 qui n'est pas encore en vigueur, qui va aller plus loin au niveau des protections. Mais au Québec, il n'y a rien qui est prévu, mais il y a des choses qui pourraient être prévues. Par exemple, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Il y a toujours place à améliorer, absolument. Et un point important, j'ai dit tout à l'heure, c'est la divulgation d'informations. C'est une chose de divulguer l'information, c'est une chose de s'assurer que ce soit bien fait. Et encore une fois, comme je l'ai dit, les sites web, c'est pas toujours clair. C'est bien beau le marketing et tout ça. Et encore là, je fais attention à ce que je dis. Mais c'est une chose de faire la publicité, faire le beau site web attrayant et tout ce que vous voulez. Mais il faut encore qu'on trouve la bonne information. Et quand on y va, on fouille, on cherche, c'est pas clair. Donc, il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. On l'a vu avec les banques, on l'a vu avec d'autres entreprises. Mais là, au niveau des points récompenses, des points d'utilisation, c'est pas quelque chose qui est très clair. Un élément qu'on n'a pas trop mentionné, mais qu'est-ce qui se passe avec nos points? Parce que les points, on accumule des points, même si on dit qu'on ne fait pas d'épargne, on en a quand même quelques-uns, mais ça peut valoir quelques milliers de dollars. Puis en cas de décès, il se passe quoi avec ces points-là? Dans certains cas, on prévoit qu'on peut les céder à quelqu'un. Dans certains programmes, c'est prévu, mais parce que ça pourrait être adressé, ou si je peux dire ça comme ça, par le législateur, est-ce qu'on devrait prévoir que on ne les perd pas automatiquement, mais on peut, ça va dans la succession, ça peut être, comme tu dis, pas nécessairement de 10-15 $, là, on parle de plusieurs milliers de dollars. C'est assez intéressant. Donc, c'est un élément. Puis, au-delà de tout ça, les principes généraux du droit de la consommation. Mais derrière tous ces outils-là, ce sont des outils marketing très intéressants. On en a, moi-même j'en ai, probablement tout le monde en a ici. On aime bien ça, c'est très agréable, mais derrière tout ça, il y a quand même un danger. Parce que la monnaie parallèle, contrairement à ce que disait un juge dans une décision, Brown contre Air Canada 2022, le juge disait ça n'a aucune valeur monétaire. Ben non, c'est pas vrai. Ça a une valeur monétaire. C'est pas de la monnaie normale, comme on connaît, la monnaie légale, mais ça a une valeur monétaire. Et puis derrière tout ça, donc, ben, il y a un danger de surconsommation. On peut être porté à dire je vais consommer plus pour attirer des points, pour tout ça. Pour certaines personnes, ça peut être ça. C'est encore normal. Là. On fait nos achats habituels, on accumule nos points qui devraient rouler normalement, mais il y a un danger quand même de tomber dans un piège de surconsommation. Déjà, c'est la surconsommation dans la société, alors si on en rajoute une couche. Donc, c'est tous ces aspects-là sur lesquels le législateur pourrait quand même ouvrir l'œil. Mais l'aspect de la divulgation n'est pas anodin. C'est quand même quelque chose qui est important. Donc, on pourrait dire, c'est une question latérale du contrat, on pourrait être plus précis là-dessus, plus exigeant là-dessus, la péremption des points, tout ça, oui, on pourrait aller plus loin là-dessus. Ça va de soi. Au niveau de la divulgation, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Merci beaucoup, Marc, pour cette réflexion-là sur ce qui pourrait se passer sur le cadre juridique. De mon côté, en guise de conclusion, moi, j'ai réalisé que même si les points ne sont pas une monnaie en soi, c'est quand même une monnaie parallèle. Je pense qu'on a bien fait la discussion autour de ça. Le parallèle, oui, effectivement. J'ai envie de dire, je sais que c'est pas une valeur mobilière, mais j'y vois quand même une forme d'investissement. Je lisais une décision qui a été rendue aux petites créances, puis les consommateurs le voyaient comme un actif financier. Donc, je pense qu'il y a quand même une réflexion autour de ça, à savoir, puisque ça se rapproche d'un produit financier, pourquoi l'encadrement se rapproche-t-il pas, lui, de l'encadrement des produits et services financiers? Est-ce qu'on devrait avoir un encadrement qui est plus rigoureux? On peut penser évidemment là, à un encadrement, oui, pour le contrat, mais aussi avoir peut-être un mécanisme de plainte et de sanction qui est un petit peu plus développé au besoin, de réfléchir à une surveillance peut-être, j'ai envie de dire, accrue. Ça amène à une autre réflexion. Est-ce que si le produit devait être considéré comme un produit financier, là, je mets ça au conditionnel, ça ne devrait pas être des autorités en services financiers qui s'occupent de cette surveillance-là, que ce soit l'autorité des marchés financiers, le bureau surintendant des institutions financières notamment. Là. C'est une réflexion à faire. Je pense que c'est un projet de recherche en soi là, que je vous propose là, comme conclusion. On a quelques minutes pour les questions. Alors, s'il y a des questions dans la salle ou des questions en ligne, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir là, d'y répondre. Oui, monsieur, allez-y. Oui.
très intéressant. Et pour continuer sur le point des aspects, en fait, on pourrait rejoindre il y a plein de produits. Ici, on sort de la finalisation, mais du moyen de commercialisation, soit avec le carte de crédit, ou avec les institutions qui les émettent. Mais c'est des voies financiers, des fois, avec la carte de crédit, ça peut être considéré comme un moyen de paiement. L'institution qui émet une institution financière, est-ce qu'à partir de ces leviers que l'on appelle, on ne pourrait pas avoir en fait un cadre complémentaire qu'on va chercher au besoin? Oui, je vais juste répéter la question pour le bénéfice des gens en ligne. Si je le mets dans mes mots, puisque plusieurs des acteurs impliqués dans les programmes de fidélisation sont des institutions financières déjà encadrées par le droit des services financiers ou le droit financier, devrais-je dire, est-ce qu'on n'a pas là une attache pour être capable d'aller réglementer les programmes de fidélisation? Je vais me tourner vers Marc. En fait, vous voyez des cartes de crédit, c'est un instrument, ça peut être un instrument, c'est un instrument de paiement, en fait, et c'est un instrument de crédit, c'est un instrument hybride. Donc, mais l'encadrement de la carte pourrait, disons, être amélioré, disons-le poliment. Pas tout à fait adéquat dans la LPC actuelle. Donc, on vise beaucoup l'encadrement au niveau du crédit, mais moins au niveau du paiement. Simplement, mais c'est un problème, on pourrait comme, faire un meilleur encadrement qui considérerait ces programmes-là peut-être en lien avec certains de paiement, parce que la carte de crédit, c'est un peu les deux. Et dans certains cas, même, pour aller plus loin, je pourrais dire, prenons les mecs, parce que les mecs ont des cartes de crédit, ils ont des cartes de paiement, ils ne sont pas des cartes de crédit. Alors, les cartes de paiement, elles ne sont pas encadrées par l'encadrement des cartes de crédit, par exemple. Alors, ils sont comme dans un no man's land. C'est pas une carte de débit, c'est pas une carte de crédit, comme entre les deux. Est-ce que tu parles des cartes prépayées? Non plus. C'est vraiment une carte de paiement dans le sens qu'on a la carte qu'on doit payer à la fin du mois, tout simplement. C'est comme les cartes bleus françaises aussi. Alors, donc ces cartes-là sont mal encadrées actuellement, mais ils sont liés dans un cas avec le programme Aéroplan, dans le cas des MEX. Donc, c'est le genre de truc où on avait un encadrement qui serait plus global et plus considérait ces éléments-là, c'est adéquat. Intéressant. Et je note qu'il y aurait peut-être là un autre midi-causerie à préparer sur ces autres cartes de crédit. Les cartes de crédit, ces autres cartes, et j'inclurais peut-être même les cartes prépayées. Je me garde une note. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Oui. Ben, j'ai envie de dire d'un point de vue contractuel, ça dépend des clauses au contrat, là, ça serait, mais probablement qu'il y a un aspect aussi business, là, que Nadine et Geneviève peuvent répondre. Si vous vous intéressez au contrat des programmes de récompense, vous verrez que une des clauses standards dans le contrat, c'est que l'entreprise peut mettre fin. En tout cas, parfois, il y a un délai qui est prévu pour échanger les points. Une fois que la fin du programme a été annoncée, je ne peux pas me prononcer sur l'ensemble des programmes. Je parle de ce que je connais, ce dont j'ai vu le contrat. Mais c'est une clause standard dans les programmes. À moins que je me trompe, Marc, il n'y a rien dans la loi et la réglementation actuelle qui l'empêche. Non, c'est clause dans les contrats, effectivement, l'entreprise, soit qu'elle met fin, ou soit que certaines conditions ne seront pas respectées dans certains cas, et dans ce cas-là, ça met automatiquement fin au contrat dans n'importe quel contrat. Il y a différentes raisons qui pourraient amener la fin d'un programme. C'est le programme d'un détaillant. Si le détaillant fait faillite, ben là, il n'y a plus lieu d'avoir le programme. C'est une fusion entre deux entreprises. Les deux entreprises avaient chacune leur programme. Ben, souvent, on voit une fusion du programme avec une conversion de la valeur là, pour le programme qui est absorbé. Oui, une dernière question. Oui, je vous écoute. Et très souvent, le bébé, en fait, des fois, est extrêmement stock de la carte.
Je vais juste préciser la question pour les gens en ligne. Donc, on parle ici des consommateurs vulnérables dans un contexte de détaillants alimentaires. Là, on donnait l'exemple, souvent, il y a des prix membres et des prix non membres. Et vu la différence, ben, c'est comme si on obligeait, en quelque sorte, le consommateur à être membre et à aller chercher, là, et on se questionnait à savoir si le régulateur avait mis en place des mesures pour ça, se préoccuper de cette question-là. Je vais me tourner vers Marc. Mais c'est surtout de bien indiquer, ce qui est prévu là-dessus, c'est de bien indiquer cette information-là au consommateur. Là. C'est la dernière modification de mémoire, c'est pas juste 32, je pense. On avait prévu que ça doit vraiment être indiqué au consommateur, que dans certains cas, si on est membre ou non membre du programme, peu importe, là, s'ils sont affichés, qu'on se retrouve. Parce que le problème, c'est que, encore une fois, la divulgation, je reviens encore à ça, c'est que c'est mal divulgué, c'est mal indiqué. Souvent, c'est ça. Alors, tant pour un consommateur vulnérable, puis pour tout le monde en général, là, dans certains cas, même si on pense qu'on n'est pas vulnérable, on peut l'être si on tombe dans le piège. Alors, l'important, c'est que ce soit clairement indiqué pour tout le monde. C'est pas interdit, mais ça devait être clairement indiqué. C'est la voie qu'on choisit. C'est intéressant parce qu'on voit que le cadre juridique des programmes de fidélisation repose principalement sur la divulgation d'informations aux consommateurs. Alors là aussi, il y a une réflexion à faire. Est-ce que c'est la bonne logique pour protéger le consommateur? J'ai pas la réponse, mais je pose la question et ça m'amène à remercier nos intervenants. Merci beaucoup de votre participation pour ce midi-causerie. Merci aux participants en salle. Merci aux participants en ligne. Vous êtes nombreux, on l'apprécie. Et j'espère que nos problèmes de son là vous ont pas causé trop de problèmes. On a tenté de résoudre le tout au mieux de nos compétences. Je veux également remercier notre équipe des événements, ceux d'ailleurs qui ont travaillé pour régler votre problème de son et qui rendent possible la tenue de cet événement-là, de même que notre équipe des communications. Je termine en vous disant de rester à l'affût pour nos prochains événements. Le prochain événement du LabFi est une conférence sur l'assurance pour animaux de compagnie. On a déjà fait un midi-causerie sur la question et devant l'engouement pour le sujet, avec une collègue, on a travaillé un texte qu'on a présenté là, au développement récent en droit des assurances et on vous propose une conférence plus complète sur la question. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ceux qui sont en ligne, vous avez le lien dans l'outil conversation. Pour les gens en présentiel, vous recevrez là, un courriel de remerciement pour votre participation et le lien pour vous inscrire. Alors, je vous remercie tous d'avoir été présents et au plaisir de vous voir au prochain événement du LabFi. Merci.